La princesse Palatine. Lecture de lettres choisies. Épisode 5. Une verve truculente qui n'épargne personne. Considérée comme une des grandes mémorialistes du XVIIe siècle, Élisabeth Charlotte de Bavière nous invite dans son intimité à la lecture de ses lettres. Son zèle épistolaire sans concession, son franc-parler plein d'humour, voire d'ironie, crée un sentiment de proximité pour le lecteur. Le regard qu'elle porte sur elle-même ne laisse aucun doute. Sa plume n'épargne personne, y compris sa propre figure. Au Rograve, Port-Royal, le 22 août 1698. Quand on est belle, cela ne dure guère. Un beau visage change bien vite. Mais avoir bon cœur, voilà ce qu'il fait bon posséder, en tout temps. Il faut que vous ayez perdu tout souvenir de moi pour que vous ne me rangiez pas parmi les laides. Je l'ai toujours été, et le suis devenu davantage encore par suite de la petite vérole. De plus, ma taille est monstrueuse. Je suis carré comme un dé. La peau est d'un rouge mélangé de jaune. Je commence à grisonner. J'ai les cheveux poivre et sel. Le front et le pourtour des yeux sont ridés. Le nez est de travers comme jadis, mais testonné par la petite vérole, de même que les joues. Je les ai pendantes, de grandes mâchoires, les dents délabrées. La bouche aussi est un peu changée, car elle est devenue plus grande, et les rides sont au coin. Voilà la belle figure que j'ai, chère Amelise. À la duchesse de Hanovre, Versailles, le 29 décembre 1701. Je suis convaincu que vous n'avez pas autant de rides que moi. Mais je ne m'en soucie nullement. N'ayant jamais été belle, je n'ai pas perdu grand-chose. Puis je vois que celles que j'ai connues belles jadis sont, à cette heure, plus laides que moi. Âme qui vive ne reconnaîtrait plus Madame de la Vallière. Madame de Montespan a la peau, comme quand les enfants s'amusent à jouer avec du papier, à le plier, à le replier. Tout son visage est recouvert de petites rides si rapprochées les unes des autres que c'en est étonnant. Ses beaux cheveux sont blancs comme la neige et toute la figure est rouge. 10 décembre 1712. Quand ma chère tante a vu Liselotte et qu'elle pouvait courir et sauter, elle était jeune et légère. Maintenant, je suis vieille et lourde. Cela fait un grand changement. Avec mes yeux cernés de rides, mes grosses joues pendantes, mes cheveux blancs comme neige, les creux entre mes oreilles et mes joues, et mon gros double menton, ma chère tante ne reconnaîtrait pas rien de Liselotte. Je ne ressemble en rien à moi-même. Mon long cou est devenu court. J'ai maintenant des épaules grosses et larges, des hanches affreuses et grosses. Mes jambes sont plus que grosses, car elles sont très enflées. Ma chère tante voit bien qu'elle ne reconnaîtrait pas cette silhouette. Lorsque j'ouvre la bouche, mes dents sont également dans un état lamentable. L'une est cassée, l'autre est noire, les autres sont brisées. En somme, toute ma personne n'est que misère. Mais que faire ? On doit bien prendre son parti de ce qui ne peut être changé. En dépit d'une certaine fatalité à l'égard de son physique, elle ressent une grande fierté en évoquant sa famille et la correspondance qu'elle entretient avec ses membres. 2 octobre 1675. Oui, toute la cour me regarde avec admiration. Et j'entends en passant que l'on dit « Ces princes, dont on vante les exploits, sont des cousins de madame. » Je suis moi-même tout à fait vaniteuse. Quand je reçois une lettre de mes très chers, je la lis 3 ou 4 fois, et surtout quand je vois plein de gens rassemblés. Car habituellement, l'un d'eux me demande de qui vient cette lettre. Je réponds ensuite par-dessus mon épaule « De ma tante, Madame la duchesse de Snabruck. »
et tout le monde me regarde comme une poule qui a trouvé un couteau. À la Rograve, Amélie Élisabeth. Fontainebleau, le 12 octobre 1702. Quoique nous autres princesses palatines nous ayons, pour parler de la sorte, fait les princes les plus puissants du monde, on hésite à admettre ici que nous soyons de bonne maison. Et s'il arrive un comte palatin, le premier gueux de duc venu lui disputera le rang. Souvent cela m'a mise hors de moi. J'en crève dans ma peau. Mais la femme de mon fils approuve fort bien la chose. J'ai eu maintes disputes avec elle à ce propos. Sa condition de femme du XVIIe siècle et sa position à la cour ne l'empêchent pas de juger les actions des dirigeants européens et l'ambition des princes et princesses qui l'entourent. À la Rograve, Louise, Port-Royal, le 15 mai 1701. J'ai regretté toute ma vie d'être femme, et à dire vrai, cela m'eût convenu davantage d'être électeur plutôt que madame. Je n'aurais pas rançonné le pays, comme fait l'électeur actuel, et aurais laissé toutes les religions parfaitement tranquilles. J'aimerais mieux être électeur que roi d'Angleterre. Ni l'humeur des Anglais, ni leur parlement ne me conviennent. Je n'envie pas cette succession à ma tante, mais aussi elle saura mieux les prendre que moi. À la Rograve, Louise, Saint-Cloud, le 6 août 1719. Je me pique de n'être pas comme d'autres personnes princières. Je n'ai nulle ambition, je ne veux pas gouverner, et n'y trouverai aucun plaisir. C'est là la grande affaire des femmes françaises. Pas une laveuse de vaisselle qui ne se figure avoir assez d'esprit pour gouverner tout le royaume et qui ne croit qu'on commette à son endroit la plus grande injustice du monde en ne demandant pas son avis. Cela m'a dégoûté de toute ambition. Je trouve que c'est si affreusement ridicule que j'en ai horreur. À l'exception de Madame de Châteautiers, je ne connais personne en ce pays qui ne soit intéressé. Tout le monde veut gouverner pour devenir riche. Quoique, à considérer mon état, je sois pauvre, je ne me donnerai aucune peine pour augmenter mon revenu. Madame de Berry, qui en avait un double du mien, laisse, outre ce qu'on pourra payer avec l'argent qui lui restait, 400 000 livres de dettes à mon fils. S'il plaît à Dieu, on ne trouvera pas mes affaires en cet état-là après ma mort. Dotée d'un humour assez piquant, elle n'hésite pas à faire preuve d'autodérision vis-à-vis du couple mal assorti qu'elle forme avec son époux, Philippe d'Orléans. À la Rograve, Amélie Élisabeth, Fontainebleau, le 12 octobre 1701. Le roi Guillaume change souvent de favori. Il en a un autre, dit-on, à la place d'Albermale. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la reine, sa femme, n'ait pas eu de rival de son vivant. Ceux qui ont ces goûts-là se moquent pas mal des femmes. Je suis devenue en France tellement savante sur ce chapitre que je pourrais écrire des livres là-dessus. La ville de Saint-Cloud vous a présenté une série de podcasts réalisés par le Musée des Yvelines en partenariat avec le cinéma-théâtre Les Trois Pierrots à l'occasion de l'exposition La Princesse Palatine, la plume et le soleil. Produit grâce au soutien de l'Association des Amis du Musée de Saint-Cloud. Réalisation Clara Bappel, Margot Thomas. Création sonore et mixage Colombine Jacquemont. Voix avec l'aimable participation de Pierre Jacquemont, directeur du cinéma-théâtre Les Trois Pierrots, et Clara Bappel, responsable du développement des publics et de la programmation au Musée des Yvelines. Exposition à découvrir au Musée des Yvelines et bien plus sur notre site musée-saintcloud.fr
nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.